Bonjour, je suis Marie-Josée Richer. Bienvenue à l'Impact de l'exportation balado. Aujourd'hui, on parle agroalimentaire, un sujet qui me passionne et fait partie de mon quotidien. Dr Vandana Shiva dit ceci: quand on mange, on est connecté à quelqu'un, à la main qui nous nourrit. La nourriture, c'est quelque chose qui nous relie, qui nous unit, peu importe la région, la culture, le territoire d'où on vient. Et l'agroalimentaire, c'est aussi une énorme opportunité pour les entreprises canadiennes de faire un impact positif au Canada, oui, mais à travers le monde. Dans ce balado, je me suis entretenue avec plusieurs exportateurs canadiens de produits agroalimentaires les plus prospères pour savoir comment ils ont atteint des nouveaux marchés et des nouveaux clients dans le monde entier. On a également entendu des experts de l'industrie qui peuvent nous faire profiter de leurs connaissances et de leur expérience. J'aimerais aujourd'hui commencer par souligner que nous diffusons cet épisode depuis chez moi, à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, le peuple Mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones où que nous soyons et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Zishan Fazal, directeur régional et responsable de l'agroalimentaire pour le Québec chez EDC. Bonjour Zishan. Bonjour Marie-Josée. Donc, Zishan aide les entreprises canadiennes à trouver et à saisir des occasions de croissance internationale en prenant des risques qu'on l'espère bien calculés. On va voir aujourd'hui comment il s'y prend. Donc, je suis vraiment ravie de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Depuis combien de temps tu travailles dans le secteur agroalimentaire? Bien, premièrement, Marie-Josée, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité pour être ici et présent avec vous. Pour répondre à ta question, ça fait environ 7 ans maintenant que je travaille avec les entrepreneurs québécois pour regarder avec eux leur stratégie de croissance internationale et les aider. Et vraiment de les aider à travers les démarches, comment ils peuvent aller à l'international, puis s'assurer qu'ils prennent les bons pas, puis qu'ils travaillent toujours vers le succès de leur entreprise. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à l'industrie agroalimentaire que tu remarques, puis qu'est-ce qui te passionne dans cette industrie-là? Bien, je dirais, Marie-Josée, comme quand tu l'as dit au début, c'est la nourriture, c'est quelque chose que tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin de manger. Tout le monde a besoin de manger quelque chose de bien, quelque chose qu'il aime. Ça réunit les familles, ça réunit la culture. Des fois, ça permet de faire de la paix dans le monde aussi. Donc, c'est vraiment ça qui me passionne beaucoup et de voir que c'est un point commun à tout le monde. Et quand ça commence à être quelque chose d'intéressant pour tout le monde, mais moi, ça m'intéresse d'apprendre plus, ça m'intéresse de regarder comment qu'on peut faire que les gens peuvent avoir accès à ce qu'ils aiment partout à travers le monde. Donc ça, je te dirais, c'est un point qui est quand même très, très important. Puis l'autre chose, c'est aussi la culture. La nourriture parle beaucoup de la culture des gens, la culture internationale. Donc, tu sais, quand on commence à amener ça vers le Canada, on est une société quand même très multiculturelle. Quand on commence à regarder les différents produits, les différents mets qu'on est capable de faire, mais si c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on est capable de goûter à la culture des autres personnes dans n'importe quel pays, puis c'est ça qui me passionne beaucoup. C'est sûr qu'en mangeant, on voyage quand même aussi à travers les plats. C'est quand même quelque chose de très, très universel comme expérience. Je suis vraiment d'accord. C'est quoi les tendances et les innovations qui fascinent l'avenir du secteur de l'agroalimentaire? Mais je te dirais, dans les 2 dernières années, on a quand même vu une évolution de certaines tendances dans ce secteur. Je vais peut-être en parler de 3 différentes tendances que nous avons vues dans ce domaine. La première, c'est vraiment les protéines d'origine végétale. Ça, c'est quelque chose qui a pris énormément de place, énormément de croissance, beaucoup de terrain aussi dans le domaine. Il y a beaucoup de raisons pour ça aussi. Il faut comprendre, c'est l'adoption d'un mode de vie qui est très sain. Ça, c'est une préférence des gens. Ça peut être aussi des raisons culturelles. Il y a des cultures où les gens ne mangent pas de la viande. Donc, comment qu'on peut substituer la viande et offrir quelque chose de aussi bien avec les protéines, avec autant de goût aussi à ces produits-là. Et troisième chose qu'on voit aussi, il faut aussi penser aux raisons éthiques. Donc, c'est relié avec beaucoup de raisons éthiques que les gens pensent, c'est pour le bien-être des animaux,
que les gens disent, mais ils veulent vraiment arrêter de manger de la viande, mais aussi substituer ça avec des protéines d'origine végétale. Donc, c'est vraiment la première tendance qu'on a vue beaucoup dans les dernières années, c'est la croissance des protéines d'origine végétale. La deuxième chose que je vois beaucoup, c'est les produits de marque privée. Ça, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place, une croissance importante de plus que 50% un an après l'autre. Et ça, il y a beaucoup de raisons, mais la plus grande raison qu'on voit, c'est la COVID-19 qui a changé le monde un peu. Les choses sont devenues beaucoup plus chères et les gens ont commencé à sentir la pression financière. Et quand on commence à sentir la pression financière, on commence à regarder pour les alternatives. Et pour la réalité de certaines choses, les gens ont réalisé que dans le passé, ils prenaient surtout des marques et non pas des marques privées. Et les marques privées, certains produits semblent être beaucoup plus intéressants en termes de prix, mais aussi en termes de qualité qu'ils mangent. Donc, les gens ont commencé à aller plus vers les produits de marque privée. Les entreprises se sont embarquées à offrir plus d'opportunités de marque privée aussi. Donc, ça, on a vu énormément de croissance à chaque année dans ce domaine-là. Et la troisième, c'est l'innovation. La consommation a commencé à augmenter. La COVID-19 a arrêté beaucoup de choses dans le monde, mais pas la consommation. Les gens ont continué à manger. Même quand on dit des fois, on regarde les statistiques, les gens ont même augmenté. Il y a eu une croissance importante dans cette industrie-là. Donc, cette croissance-là, c'est surtout relié au fait que les gens ont acheté beaucoup plus de nourriture, beaucoup plus de bouffe parce que les gens étaient plus à la maison. Donc, ça mangeait, ça grignotait beaucoup plus qu'avant COVID-19. Donc, l'innovation a fait quand même que les entreprises ont commencé à innover, à sortir des nouveaux produits, à sortir des produits qui ont moins d'ingrédients chimiques. Et ça, c'était très important. Les gens ont commencé à apprendre les effets secondaires d'avoir des produits qui ont beaucoup plus de produits chimiques versus les produits qui sont beaucoup plus naturels. Donc, l'innovation dans les produits naturels a augmenté beaucoup et a commencé à remplacer beaucoup les produits qui avaient une empreinte chimique importante. Donc, ça, c'est vraiment les trois tendances que nous avons vues de plus en plus dans les dernières années. Donc, le troisième point des tendances que nous avons vues, c'est l'innovation. On voit que les entreprises ont commencé à automatiser beaucoup de côté de leur production et aussi avec l'automatisation, ce qu'on voit de plus en plus, les produits qu'on voit, ils ont moins des additifs, des produits qui sont beaucoup plus santé aussi en même temps. Donc ça, ce changement-là a eu une tendance importante dans le monde entier, pas juste au Canada. Ces trois choses-là font partie de mes discussions quotidiennes, que ce soit les protéines végétales, pour aussi des raisons environnementales, les produits de marque privée qu'on voit en grande croissance, les gens sont proches de leur portefeuille, veulent des économies en magasin, mais aussi la pénurie de main-d'œuvre qui fait que nous, comme entreprise de transformation alimentaire, il faut pallier à ça. Donc, c'est vraiment trois choses qui font partie de mes discussions au quotidien, puis qui définitivement façonnent notre présent et vont façonner l'avenir là, de notre industrie. Quels sont les défis auxquels les entreprises agroalimentaires canadiennes sont actuellement confrontées? Il y en a plusieurs. Peut-être parle-nous un peu de ce que tu vois dans le marché. Oui, c'est ça, certainement. C'est sûr que quand il y a des belles opportunités, mais il y a toujours un peu des défis qu'on doit regarder. Donc, il n'y a aucune opportunité sans défi qu'on peut regarder. Ici, on voit, je vais peut-être parler un peu de certains défis que j'appelle plus les défis opérationnels, des défis non financiers. Mais aussi de l'autre côté, on a des défis financiers. Donc, je vais peut-être parler de deux côtés. Les défis opérationnels, c'était plus l'automatisation puis la capacité de production. Il y a une croissance importante dans la demande des produits. Et ce que nous avons réalisé dans les dernières années, il y a eu quand même un défi important au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Ce défi-là, on entendait souvent d'augmentation des prix de transportation et les prix d'expédition. Et les coûts des matières premières. Et les coûts des matières premières, effectivement. Et ça fait certainement que tout a augmenté dans le prix. Donc, au niveau de défis opérationnels, on ne peut pas oublier aussi en termes de main-d'œuvre, une pénurie de main-d'œuvre aussi qui s'est ajoutée par-dessus.
Donc, disons qu'au niveau des opérations, presque à chaque étape, il y avait un défi important que les entreprises ont vécu. Et c'est sûr que ça a fait augmenter les prix, mais en même temps, pour être capable d'arriver avec un produit final dans le magasin pour les consommateurs, les entreprises ont dû s'ajuster beaucoup. Donc, le premier défi, c'était vraiment comment on peut s'assurer que le coût soit contrôlé, mais en même temps que la production continue à la même vitesse ou même aller plus rapidement. Donc, ça, c'était les premiers défis, je dirais, que les entreprises ont vécu dans les dernières années. Si on parle un peu aussi de marché mondial, le marché mondial a changé beaucoup aussi. Il y a eu des changements des règles, il y a des pays qui ont ajouté des limitations. Souvent, on entend des quotas, on entend des tarifs, mais il y a eu aussi des changements de réglementation, des restrictions selon certains pays. Donc, les restrictions alimentaires de ce qu'ils sont capables ou ce qu'ils veulent importer, ce qu'ils ne veulent pas plus avoir dans les produits qui sont importés. Donc, ça, c'était quand même un défi qui était encore plus important pour les entreprises. Quand les entreprises cherchent à exporter dans le marché international, ces changements des lois ou les changements de réglementation ont eu un impact important et les entreprises ont commencé à chercher d'autres pays. Donc, connaissance du marché, puis connaissance ou connaître les marchés qui sont ouverts à recevoir ou à importer les produits canadiens était un défi quand même très important pour plusieurs entreprises. Puis, on parle aussi des accès au marché qui sont plus éloignés. Souvent, on entend souvent quand on parle avec les entrepreneurs veulent envoyer ou vendre les produits seulement aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est proche, c'est à côté, c'est facile d'accès. Mais il y a aussi les marchés un peu plus éloignés qui sont accessibles, qui sont possibles. On parle de l'Europe, on parle de l'Asie, on parle souvent du Moyen-Orient aussi. Donc, il y a des pays qui sont beaucoup accessibles, mais les entreprises et les entrepreneurs ont un peu peur d'aller là parce qu'il y a un risque important, parce qu'ils ne connaissent pas le marché, ils n'ont pas compris nécessairement les opportunités. Et en même temps, il y a des ententes qui ont été signées entre le Canada et d'autres pays. Donc, quand on parle des ententes de libre-échange ou on parle des opportunités de croissance, mais ces ententes-là sont moins connues par les entrepreneurs. Donc, ça, je te dirais, ça fait partie d'un défi quand même au niveau opérationnel, mais c'est surtout en exportation. Si on parle de défis financiers un peu, le défi qu'on a vécu beaucoup dans les dernières années, c'est le défi d'avoir accès aux fonds de roulement. Et le deuxième défi qui était plus important aussi, c'était d'investir dans l'innovation. Donc, l'innovation, ça peut être automatisation, ça peut être remplacer les équipements qui datent d'il y a 20, 30, 40 ans, qui sont encore en marche. Il y a une seule personne dans l'usine qui connaît comment le réparer si jamais ça va mal. Donc, ça nuit beaucoup à la production et surtout si on n'a pas accès aux investisseurs, si nous n'avons pas accès aux fonds pour remplacer ces équipements-là, ça commence à devenir beaucoup plus pénible pour les entreprises. Donc, je dirais accès au fonds de roulement, ça a été quand même un défi important avec le problème d'approvisionnement. Les entreprises ont dû s'approvisionner beaucoup. Ils ont beaucoup d'inventaires qu'ils ont gardé pour le jour qu'ils sont plus capables d'acheter ou que les choses commencent à prendre plus de temps. Puis en agroalimentaire, je veux dire, l'inventaire peut passer date, là. C'est pas des objets, il y a quand même une date de péremption, là. C'est pas, faut le tourner cet inventaire-là. Effectivement, c'est ça. Puis il faut être capable de le financer. Il faut, les termes de paiement ont changé beaucoup. Donc, tout ça, ça fait quand même un problème important pour les entreprises. On a vécu, autant chez EDC, on a vu beaucoup des cas comme ça. Même les institutions financières qui sont impliquées dans ça nous en parlent souvent. Et ils ont un peu plus de difficultés et aussi des défis à fournir ce fonds de roulement-là aux entreprises parce qu'ils voient quand même un risque important dans le monde entier aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que justement, post-pandémie, les entreprises agroalimentaires font face à des très grands défis opérationnels, financiers, et donc financiers, hein, parce que ça finit finalement par aller dans les finances. Est-ce que la santé de cette industrie-là va bien? La santé de cette industrie-là, ça va bien, oui. Ça, on ne voit pas des risques importants au niveau de l'industrie parce qu'on doit revenir à la base dans cette situation-là. La nourriture, c'est quelque chose qui est important. La consommation va toujours être là. L'industrie restera stable ou un peu en croissance.
Mais c'est sûr que être capable de croître l'industrie, être capable de remplacer les usines actuelles par des usines plus modernes ou usines automatisées, c'est là qu'il y a le défi. Et avec le temps, c'est sûr que si on n'a pas investi dans l'innovation depuis 15-20 ans, ou on n'a pas investi à remplacer les équipements depuis 15-20 ans, mais ça commence à prendre beaucoup de pression sur le bilan des entreprises. C'est là qu'il y a le défi. Je pense qu'un dernier défi, si je peux me permettre, de ce que je vois dans le marché, c'est le changement de comportement des consommateurs qui finit par affecter les entreprises en agroalimentaire et qui mène justement à l'innovation. Moi, je le vois dans mon industrie, les gens sont plus proches de leur portefeuille, les produits plus nichés, peut-être un peu plus chers. C'est pas pour rien que les gens vont vers les marques privées, vont dans des canaux de distribution peut-être moins chers. Donc, je pense que le grand défi, c'est l'adaptation des entreprises agroalimentaires à la nouvelle réalité du portefeuille des Québécois, des Canadiens et des gens dans le monde entier. Donc, je pense qu'il faut vraiment être agile quand on est en une entreprise agroalimentaire de nos jours. Puis, si je me mets dans la perspective de l'exportation, hein, les entreprises agroalimentaires québécoises, canadiennes, on n'est pas les seuls à vouloir exporter nos bons produits à l'extérieur de nos frontières. Comment peut faire une entreprise canadienne pour se démarquer? Mais je vais prendre quelque chose qu'on entend souvent dans le marché, surtout quand on va dans les foires à l'international. Le Canada a une réputation importante dans le marché, une bonne réputation. Et malgré qu'on est un peu loin vers le nord, nos produits se rendent assez loin dans le monde, vers le sud aussi. Et ce qui fait que les gens sont capables ou les gens veulent payer un montant plus élevé pour acheter quand c'est un produit canadien versus quand c'est un produit qui vient d'un autre pays. Je ne dis pas que les autres pays, c'est pas de bons produits, mais quand même, la qualité fait toute une différence. Et le Canada a toujours eu une bonne réputation en matière de qualité sur la qualité des produits qui sont faits ici. Donc, je te dirais, pour commencer, quand les produits sont faits au Canada, ça fait toute une différence quand on le met dans le magasin, puis quand le consommateur voit surtout le produit vient de quelle origine. Tu sais, parlons un peu de la compétition, Marie-Josée. La compétition dans le monde est quand même très importante aujourd'hui, qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu disais tout à l'heure les produits, mais tu sais, quand on s'en va acheter, disons, juste des noix, on a une trentaine de variétés de types de noix qu'on peut acheter. Ça peut être peut-être le même produit du même origine, mais ça vient de différentes marques, de différentes variétés aussi. Donc, la compétition est très, très forte, effectivement, dans le marché mondial. Comment les entreprises peuvent se démarquer? Mais premièrement, connaître le marché. C'est le point le plus important, je te dirais aujourd'hui. C'est quoi le marché recherche? Si nous ne connaissons pas le marché et ce que les consommateurs dans ce marché-là recherchent, c'est un problème important. Et c'est une recette qui va faire qu'on ne va pas avoir du succès dans ce marché-là. Donc, c'est très important, c'est de connaître le marché. La deuxième chose que je te dirais, c'est d'être ouvert de l'esprit, d'essayer de nouvelles choses, d'essayer des marchés, de cibler des opportunités, pas pour une seule fois, mais des opportunités de croissance dans un marché à l'étranger. Mais c'est pas très, très risqué de faire ça. Je veux dire, ça prend les reins solides financièrement. Ça prend des reins solides financièrement, effectivement, mais il y a du support qui est offert pour ça. Il y a des solutions financières qui sont offertes pour s'assurer qu'on prend les risques, mais que les risques soient acceptables pour les entreprises. Donc, on peut en parler peut-être davantage, mais c'est important qu'on ne prend pas des opportunités qui est un seul contrat, puis on va et on finit là. Quand une entreprise commence à regarder pour un marché, il faut s'investir, il faut apprendre davantage, puis il faut voir c'est quoi le futur à long terme, si jamais un contrat qui se concrétise, mais c'est quoi la croissance à long terme qui est possible dans ce marché-là. Donc ça, je te dirais, c'est quelque chose qui est très, très important. Puis la troisième chose que je dirais important, c'est de faire connaître la marque. Connaître la marque de vos produits, c'est très important. Donc, je te donne juste un exemple. Il y avait
des situations d'entreprises qui voulaient vendre au Japon, mais la couleur de leur packaging n'était pas nécessairement la couleur qui était bien reçue au Japon. Donc, il fallait changer. Mais avec ça, il fallait changer un peu la marque, il fallait faire connaître sa marque différemment, il fallait connaître la marque auprès des gens avec les bénéfices qu'il va ramener à la culture ou aux personnes locales. Donc, faire connaître la marque, c'est vendre la marque. Et une fois que la marque est vendue, c'est là que les produits sont acceptés et adoptés beaucoup plus dans le marché. Donc ça, je dirais, il faut garder ça en tête pour être capable de vendre dans un pays à l'étranger. Je pense que l'enjeu que les entreprises canadiennes font face à, au niveau, de connaître le marché ou de faire connaître la marque, c'est peut-être un manque de ressources financières parce que, faire connaître la marque à grande échelle demande de très grands moyens. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, OK, là, je suis prête à exporter mes produits? Est-ce que ça prend quand même, au niveau des finances, un marché vache à lait? Il faut que le marché canadien soit bien établi avant de se lancer? C'est sûr que la première étape pour chaque entreprise, c'est que quand on investit dans un marché à l'étranger, on doit s'assurer qu'il y a une source de revenus et de rentabilité établie dans un autre marché qui va être capable de supporter l'investissement dans un nouveau marché. Donc, ça, c'est sûr et certain parce qu'on ne peut pas juste investir sans avoir des sources de fonds. Et les sources de fonds, habituellement, c'est effectivement, comme tu dis, Marie-Josée, c'est d'avoir des revenus un peu stables, d'avoir de la rentabilité quand même stable, soit dans un marché local ou dans un autre marché où ils ont déjà investi et que ça génère des revenus stables. Donc, ça prend quand même un peu de temps. C'est pas quelque chose qui va se tourner en dedans de 2 mois, 3 mois. On parle des fois d'un investissement qui est un peu plus à long terme. Donc, on parle de 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps de faire connaître la marque, le temps de commencer à négocier le contrat, de mettre en place la logistique du Canada jusqu'au pays. Donc, tout ça, ça prend du temps à mettre en place. Mais juste avant de faire tout ça, Marie-Josée, la première étape, c'est connaître le marché. C'est d'aller chercher de l'information sur le marché. Parler avec des partenaires qui se trouvent au Canada, de vous fournir de l'information qui va être capable de vous aider à prendre la décision. Est-ce que c'est un marché où je vais investir? Est-ce que c'est un marché que je crois qu'il pourrait être porteur? Si oui, on y va. Sinon, mais on cherche un autre marché. Donc, oui, une revenu stable, avoir de la rentabilité un peu stable aussi pour supporter un investissement. Mais de l'autre côté, c'est pas juste de prendre une décision demain matin en se levant que moi, je veux vendre dans tel pays et on y va. C'est vraiment, je veux vendre dans tel pays, faisons une recherche de ce pays-là avant d'aller de l'avant avec la prochaine étape. Donc, dans cette étape-là d'étude de marché, est-ce que EDC peut être un partenaire? Est-ce que EDC a des gens physiques à travers le monde pour un peu nous faire le relais et la connaissance de ce marché-là? Si on parle d'EDC, EDC actuellement a plus que 40 bureaux à travers le monde. Donc, il y a une vingtaine de bureaux qui se trouvent au Canada, puis on est maintenant à 24-25 bureaux à travers le monde. Le but de EDC, c'est vraiment de supporter les entreprises à exporter. Ça, c'est le mandat général de EDC. Puis peut-être ce que je peux faire pour faciliter un peu la compréhension de ce que EDC est capable de faire, Marie-Josée, je peux peut-être juste passer à travers les étapes. Une entreprise qui vend seulement au Canada aujourd'hui décide de vendre à l'international. Étape numéro 1, c'est de connaître le marché. EDC a des ressources où on est capable de vous aider à connaître le marché. Donc, c'est des ressources qui sont disponibles en ligne, où les entreprises peuvent aller faire de la recherche en ligne pour savoir un peu plus sur le marché. Les entreprises sont capables de nous appeler pour nous poser des questions sur le marché international. Et nous, c'est pas juste EDC. Il y a plusieurs d'autres sociétés sous le gouvernement fédéral et même provincial qui sont capables de supporter ces demandes-là. Puis habituellement, c'est des demandes qui sont rapides, qui sont faciles parce qu'on a des bureaux à travers le monde. Donc, on est capable d'aller chercher de l'information et de fournir cette information-là aux entrepreneurs pour connaître davantage sur le marché international. Donc, une fois que le marché est ciblé, il y a des représentations à travers le monde. Donc, ces représentants sont là pour supporter les entreprises canadiennes à mieux connaître les joueurs clés dans le marché. Ils sont là pour aider à démystifier les quotas, les tarifs, les réglementations des fois, c'est quoi les limitations, c'est quoi les opportunités. Donc, c'est vraiment connaître davantage les opportunités dans le marché à ce moment-là. Et par après,
C'est sûr qu'on travaille beaucoup au niveau des besoins financiers aussi des entreprises qui ont besoin d'avoir accès aux fonds de roulement, qui ont besoin de faire des acquisitions à l'étranger. Donc, on a ce volet-là aussi qu'on travaille. Donc, EDC, vraiment, si on regarde la croissance d'une entreprise à l'international, nous, on est capable d'intervenir à chaque étape, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau non financier. Mais le but, c'est pour aider les entreprises à mieux connaître les marchés puis à s'assurer qu'on prend des risques, mais c'est des risques éduqués. Puis quand c'est à l'international, c'est sûr, mais José, on a eu des cas où tu vends dans une entreprise étrangère que tu ne connais pas du tout. Donc, tu es comme, est-ce que moi je vais te payer ou non? Donc, il y a une façon d'être assuré pour ça, de s'assurer que l'entreprise va vous payer pour ce que vous allez livrer. C'est important pour les entrepreneurs de savoir quand on est à l'international et qu'on ne connaît pas les acheteurs, c'est toujours intéressant et important de s'assurer que le risque qu'on prend est acceptable. Et donc là, le besoin d'une assurance pour s'assurer que l'acheteur étranger vous paye. S'il ne vous paye pas, mais ça va être à EDC à ce moment-là de vous rembourser, de travailler autrement avec cet achat-là. Donc, il y a des solutions qui existent à chaque étape. C'est juste le connaître et de prendre le temps d'appeler les partenaires qui sont disponibles et de parler davantage de vos situations et nous allons voir comment et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et c'est qui le partenaire autour de la table qui sont capables de vous supporter à travers la croissance internationale. La plupart des entreprises canadiennes qui exportent commencent par le faire aux États-Unis puis vont jamais, malheureusement, aller au-delà des États-Unis. Je pense que c'est 85% des entreprises canadiennes qui cherchent à exporter, qui veulent seulement exporter aux États-Unis au cours des 3 à 5 prochaines années. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne suis pas surpris parce que nous savons que si on doit aller, disons, acheter quelque chose dans un magasin, on va aller au magasin le plus près de chez nous. C'est toujours comme ça. Si nous voulons vendre quelque chose, nous allons aller dans un pays le plus près de chez nous, qui est les États-Unis actuellement. Peut-être un pays culturellement un peu plus similaire où on n'a pas peut-être des grands apprentissages au niveau de la culture. Là. C'est comme vraiment le voisin. Effectivement, c'est ça. Donc, au niveau culturel, effectivement, au niveau de linguistique aussi, c'est très important que ce soit pas difficile parce qu'on embarque dans le packaging, on embarque beaucoup dans la traduction et tout ça. Donc, ça peut devenir un peu compliqué. Donc, moi, je suis pas surpris que les entreprises veulent vendre aux États-Unis dans les 3 à 5 prochaines années, 85% de nos entreprises. Mais ce qu'on laisse beaucoup sur la table, souvent, c'est les opportunités à l'extérieur des États-Unis. Et ces opportunités-là, il y en a beaucoup. On travaille beaucoup chez EDC aussi avec des acheteurs étrangers, des acheteurs qui veulent s'approvisionner du Canada, qui veulent acheter des entreprises canadiennes. Et souvent, on voit qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à vendre aux États-Unis, mais qui ne sont pas prêtes nécessairement à vendre vers le Mexique ou vers l'Europe. Mais c'est des acheteurs qui veulent acheter. Donc, quand il y a ces opportunités-là, on réalise que les opportunités sont là. Les acheteurs sont prêts à acheter. Mais les Canadiens, les entreprises canadiennes ne sont pas prêtes nécessairement à vendre dans ces pays-là. Ce qu'il faut faire, la première étape qu'il faut faire, c'est de la façon dont nous avons une entente avec les États-Unis et le Mexique. Nous avons aussi une entente avec l'Europe. Nous avons une entente avec les pays dans le Pacifique, en Asie-Pacifique. Donc, c'est important pour nous de comprendre ces ententes et de s'assurer qu'on prend bénéfice, on prend avantage de ces ententes-là aussi. Les ententes ont été signées pour une raison qui est très importante. La raison, c'est vraiment de faire croître les produits ou l'exportation canadienne vers ces pays-là où on voit des belles opportunités. Ça revient au fait, c'est d'éduquer et que les gens ont de l'intérêt à apprendre. Et quand les entrepreneurs ont l'intérêt à apprendre sur ces pays-là, ils vont trouver ces opportunités-là. Donc, c'est l'éducation en premier et par après, les opportunités vont se présenter, j'espère bien, dans les 3 à 5 prochaines années. Au lieu de vendre 85% aux États-Unis, on va être l'inverse, 85% vers l'Europe et ailleurs que les États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on laisse sur la table actuellement. Donc, une entreprise canadienne qui veut exporter, je veux dire, appeler, contacter EDC, c'est un incontournable. Vous êtes sur le terrain, vous voyez les opportunités, vous avez des partenaires. Je pense que c'est un peu un must là, pour toute entreprise canadienne qui veut faire ce saut-là.
Effectivement. C'est important. Puis des fois, je dirais, moi, José, c'est pas juste un appel à faire, mais c'est aussi de nous laisser savoir c'est quoi vos plans d'exportation. Nous, on peut les suivre avec vous. On peut vous guider. Quand vous avez une question, on est capable de vous supporter à travers ça. Puis la plupart du temps, ça prend 30 minutes, 1 heure d'apprendre ou de connaître davantage l'entreprise et c'est de là que nous allons voir les opportunités. Nous avons des gens qui sont formés à regarder au niveau de la réglementation à l'international. Donc, si vous avez des questions au niveau de la réglementation, on est capable de les adresser aussi. S'il y a des gens qui ont des questions sur les risques dans un certain pays ou de connaître un acheteur dans un certain pays, c'est des choses qui sont disponibles en ligne. Vous êtes capable de vous rassurer que cet acheteur-là existe effectivement et bien enregistré dans un pays à l'étranger. Donc, des fois, c'est juste des petites choses qu'on est capable de rassurer les entrepreneurs. Oui, de notre côté, ça va bien. On vous recommande d'aller de l'avant. On vous suggère de faire telle étape ou de parler avec tel partenaire aussi. Parce qu'on s'entend, EDC ne sera pas capable de tout faire pour tout le monde. Mais il faut travailler avec des partenaires et des partenaires qui sont aussi présents dans le monde entier que EDC. Donc, dans le fond, c'est de vraiment développer son réseau pour prendre le plus possible des risques, oui, mais des risques qui sont calculés, là, puis pas mettre en péril là, la pérennité de son entreprise. Peut-être rentrons un peu dans le concret. Est-ce que tu as un exemple de réussite d'une entreprise agroalimentaire qui a fait le saut et qui réussit, qui est à succès? Donc oui, effectivement, nous avons plusieurs cas de succès, je dirais, que nous avons vécu dans les dernières années. Je peux peut-être parler d'un cas un peu plus concret, une entreprise qui voulait croître un peu sa présence au Mexique. Et l'entreprise a trouvé que les temps de transport nécessairement n'étaient pas la meilleure pour envoyer leurs produits canadiens vers le Mexique. Et à ce moment-là, l'entreprise a ciblé une opportunité d'acquisition à l'étranger. Au lieu de continuer à prendre sur les épaules le défi de transportation et d'être sous le stress, est-ce que nous allons arriver à temps ou est-ce que nous allons avoir d'autres problèmes en route, l'entreprise a décidé de simplement faire une acquisition à l'étranger. Et cette acquisition-là, qui les a permis de pénétrer un nouveau marché, un marché qu'ils voulaient aller vendre depuis très longtemps, qui n'ont pas été nécessairement très chauds à l'idée de faire la transportation, premièrement. Et deuxièmement, il y avait toujours une barrière en termes de langue, une barrière linguistique qui était très importante pour eux. Et ils ont été capables de faire une acquisition locale. Et rendu là, ils étaient capables de croître leur exportation vers le Mexique 2 fois plus rapidement que ce qu'ils avaient prévu dans leur plan d'exportation, leur plan de croissance de 5 ans. Je dirais que c'est un cas de succès quand même très important pour nous parce que l'entreprise qui rencontre des défis culturels, défis linguistiques, au lieu d'essayer de tout changer ici au Canada et de faire l'exportation, l'entreprise a été capable d'aller chercher une entreprise dans le pays à cibler. Et ce que ça a donné aussi, ça n'a pas juste donné le fait que l'entreprise est maintenant capable de vendre au Mexique, mais ça a donné la possibilité de vendre plus que juste au Mexique. Exactement. Donc, ça a ouvert un marché nouveau que l'entreprise n'avait pas prévu nécessairement, mais éventuellement, ils ont eu cette opportunité-là aussi. Donc, l'opportunité de croissance a doublé en dedans de 3 ans parce que l'entreprise était capable d'aller, pas chercher juste un marché, mais il était capable d'aller chercher 7 autres pays où ils étaient capables de vendre facilement sans avoir fait de modifications importantes dans leurs produits ou même l'emballage ou les ingrédients qui sont indiqués. Là. Donc, c'était quand même un cas beaucoup de succès. L'autre cas que je peux te parler un peu, Marie-Josée, puis on a touché un peu sur ça, une entreprise qui a commencé à explorer l'Europe. Et l'entreprise qui, dans le passé, n'était pas capable nécessairement de vendre autant en Europe parce qu'il ne connaissait pas nécessairement le marché beaucoup. Ils n'avaient pas investi énormément à connaître le marché, mais il y a un cas quand même important pour eux en termes de revenus additionnels en contrat qui était équivalent à 10% de leur revenu annuel, un contrat qui allait durer sur une période de 9 mois. Et l'entreprise a décidé de prendre ce contrat-là pour la marque privée. Et ça, des fois, on ne réalise pas, mais la marque privée est un segment qui est très, très important. Parce que ça peut nous aider à croître dans un nouveau marché sans nécessairement faire connaître leur marque.
Et souvent, ça, c'est la capacité additionnelle que l'entreprise a, existante, qui sont capables de prendre puis vraiment faire de la marque privée avec ça. Donc, cette entreprise-là a pris cette opportunité-là de faire de la marque privée, mais n'avait pas nécessairement confiance toujours dans l'acheteur, si l'acheteur va payer. Donc, l'entreprise nous a appelés, nous avons fait des recherches, nous avons effectivement vu dans l'historique quelle entreprise payait, mais il y avait quand même des fois des retards, de délais importants. Donc, nous avons offert cette information-là et nous avons suggéré peut-être que ça vaut la peine de faire assurer leur compte recevable pour un coût qui était très minime versus la rentabilité du contrat. Et on fait assurer leur recevable avec EDC. Ça a permis à l'entreprise de s'assurer qu'il n'était pas perdant à la fin. Effectivement, il y a eu des délais importants dans les paiements et l'acheteur était en défaut. Et quand l'acheteur est en défaut, au lieu de perdre la totalité, c'est EDC qui rembourse l'entreprise. Donc ça, c'est des cas, je dirais, je veux pas que les gens ont peur avec ces cas-là, mais je veux vraiment que vous ciblez les opportunités et que vous vous assurez que les risques que vous prenez avec ça sont acceptables aussi. Donc l'entreprise a été capable de quand même faire croître. Ils ont compris et connu le marché européen, la possibilité de faire de la marque privée. Avec ce contrat-là, ils ont été capables d'apprendre davantage de qui les autres joueurs, c'est qui les compétiteurs, c'est qui les autres joueurs qui peuvent cibler. Éventuellement, ce contrat-là, oui, ça a mal tourné, il était en défaut, l'assurance les a beaucoup aidés, mais ils ont été capables d'explorer un nouveau marché en Europe qui a été capable de vendre là-bas par après. Et la croissance était seulement à 25 à 30 % par année, mais c'était une croissance importante pour l'entreprise dans un nouveau marché qu'ils n'avaient jamais pensé ou espéré ou même ciblé dans le passé dans leur plan de croissance stratégique. Donc, des cas, je dirais quand même très importants, puis on en voit à tous les jours. Donc, des fois, quand les entrepreneurs nous appellent, puis ils nous parlent un peu de leur cas, puis tu sais, on fait des parallèles parce qu'on entend de ces cas-là à chaque jour. Puis c'est quand même très important pour nous. Peut-être, bon, ça, c'est des beaux exemples, des exemples à succès avec des apprentissages sur la route. Un échec total, quelque chose à ne pas faire. Un conseil que je peux donner, vraiment, c'est ne pas vendre sans avoir fait vos recherches. Ça, c'est très important. C'est comme si on allait acheter une voiture sans savoir c'est quelle voiture que nous allons acheter, puis de payer l'argent et de ne pas savoir ce qu'on va recevoir par après. Donc, c'est vraiment quand nous avons pas fait la recherche et compris et connu les marchés ou les entreprises avec lesquelles on travaille, il ne faut pas prendre les risques sans avoir fait la recherche. C'est très, très important. Donc, ça c'est un conseil que je peux donner. Puis, il ne faut pas prendre pour acquis que tout est beau dans le monde. Des fois, il y a des défis qu'on ne voit pas. Donc, soyons prêts. Quand on va faire un contrat, il va y avoir des défis. Mais au-delà de ces défis-là, c'est des opportunités. Donc, il faut toujours être positif. Il faut voir les opportunités pour arriver à ces opportunités-là. Nous allons passer à travers des défis. Ça fait partie de la vie au quotidien aujourd'hui. Ça fait partie de la définition même d'avoir une entreprise. On est constamment devant des défis et c'est d'avoir la capacité de solutionner ces défis-là en équipe. Quelle est, en terminant, ta vision d'avenir pour l'agroalimentaire canadien? La vision agroalimentaire canadien, pour moi, c'est il faut que les entreprises commencent à regarder au-delà des États-Unis. Et c'est quelque chose qui est déjà commencé. Les entreprises ont déjà commencé à mieux comprendre les ententes. Ils ont commencé à mieux cibler les opportunités. Pour moi, la population mondiale est en croissance. Il y a beaucoup d'opportunités. Si on parle seulement de l'Indo-Pacifique, par exemple, aujourd'hui, qui est un focus important pour le gouvernement canadien, pour EDC aussi, nous avons même ouvert des bureaux des bureaux additionnels à Jakarta. Nous avons ouvert un bureau en Corée du Sud. Nous allons ouvrir d'autres bureaux aussi bientôt dans cette région-là. Si la population est en croissance et l'Indo-Pacifique représente 4 milliards de personnes, c'est une opportunité pour nous. J'ai d'ailleurs passé en entrevue une de tes collègues là, qui est basée à Singapour, qui me donnait un peu le même écho, comme quoi
ce marché-là est énorme et en croissance là, pour les entreprises agroalimentaires canadiennes, mais aussi entreprises de toutes sortes. Là, elle me parlait d'infrastructures. Il y a des villes à bâtir, là, littéralement. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Il faut pas laisser ça de côté. Il faut penser à cibler ces marchés-là. Donc, pour moi, l'avenir, il y a des belles opportunités qui nous attendent. Il faut juste prendre le temps de les cibler. Il faut prendre le temps d'apprendre davantage. Il faut prendre le temps d'en parler. Et c'est très, très important. Si vous travaillez avec EDC déjà ou si vous ne travaillez pas avec EDC encore, moi, je vous conseille fortement, appelez-nous, parlez-nous de vos plans. Nous allons regarder ce qu'on est capable de faire pour vous aider à travers votre croissance à l'international. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que l'Indo-Pacifique aimerait notre sirop d'érable? Beaucoup. Beaucoup. C'est un produit vendeur à travers le monde, pas juste l'Indo-Pacifique. Donc, moi, je dirais, si vous êtes dans cette industrie-là, il y a une excellente opportunité. Je sais que les Japonais en sont friands, mais bon, ça c'est sûr que c'est un peu l'art québécois qui me vient tout de suite en tête quand on parle d'agroalimentaire, mais il y a beaucoup, beaucoup plus d'opportunités pour les entreprises canadiennes, les entreprises québécoises agroalimentaires. Zishan, merci énormément pour ton temps aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup appris et on a beaucoup appris, donc merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir, Marie-Josée. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui à l'émission L'Impact de l'exportation Balado. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, on serait ravis que vous vous abonniez, que vous notiez et que vous laissiez un commentaire sur votre plateforme de diffusion préférée. Je vous dis à la prochaine.